Bonjour, nous sommes ravis en fait de vous accueillir en diffusion numérique puisque vous le savez actuellement nous ne pouvons pas organiser en fait d'événements culturels en présentiel. Donc nous nous retrouvons et nous sommes très heureux en fait de vous présenter une conférence qui s'intitule Quand l'histoire et l'aquarelle révèlent le patrimoine marseillais. Et nous sommes ravis en fait d'accueillir Catherine Dureuil-Bourrachaud, qui est docteur en archéologie, membre de l'Académie de Marseille, et également qui a travaillé en fait et qui travaille encore en tant que chargée de la valorisation du patrimoine, qui est conseillère culturelle au sein de la direction de l'action culturelle de Marseille. Voilà, donc Catherine Dureuil-Bourrachaud et Catherine Dortoli, qui est donc aquarelliste et aussi architecte du patrimoine. Toutes deux ont réalisé un superbe ouvrage qui s'appelle donc Marseille Monument et qui a été édité par les éditions Parenthèses en 2019. Et c'est donc dans ce cadre que nous avons souhaité inviter Catherine Dortoli et Catherine Dureuil pour évoquer justement le patrimoine marseillais et aussi présenter cet ouvrage et ce superbe travail qui a été réalisé. Voilà, j'en profite pour vous dire que les librairies sont ouvertes, voilà, et que je vous recommande vivement en fait de découvrir cet ouvrage. Voilà, donc juste quelques mots pour vous dire aussi que Catherine Dureuil interviendra dans un premier temps, puis cédera la place à Catherine Dortoli. Je vais te céder la parole. Catherine, je t'invite à intervenir. Merci Jérôme, merci pour cette présentation. Merci au Musée d'Histoire de nous permettre d'intervenir ce soir malgré les conditions qui sont exceptionnelles. Et donc nous allons voir ensemble effectivement le travail que nous avons fait dans ce livre, Marseille Monument, et puis la carte blanche qui nous est offerte me permet de parler, d'évoquer l'histoire de la protection des monuments antiques et médiévaux de Marseille. Et puis après, nous parlerons de ce travail d'aquarelle qui est fait en illustration. Alors, ce livre, Marseille Monument, est né d'une rencontre entre Catherine Dortoli et moi, au moment où nous travaillions ensemble dans les services patrimoniaux de la ville, et surtout de cette volonté de publier enfin cette collection inédite d'aquarelles absolument extraordinaires qui ont été faites des monuments de la ville. L'angle que nous avons choisi pour ce premier ouvrage, ça a été de mettre en valeur les monuments qui sont protégés au titre des monuments historiques. Donc nous les avons recensés. Une centaine d'aquarelles sont présentées dans ce livre. Mais c'est vrai que ce n'est qu'une partie de ce fonds patrimonial qui présente plus de 300 aquarelles. Donc le livre lui-même, nous allons le voir au fur et à mesure de cette présentation. J'en profite simplement pour moi parler quelques minutes en amont de la présentation du livre à proprement parler, pour expliquer en fait ce qu'est le patrimoine antique et médiéval de Marseille et comment certains jalons de notre histoire ont été conservés grâce à la mise en place d'un certain nombre de lois et de protections qui font qu'aujourd'hui, la ville antique et médiévale nous apparaît par jalons dans notre paysage urbain, alors qu'effectivement, nous vivons dans la ville la plus ancienne de France, du moins qui a une histoire continue urbaine depuis 26 siècles. Pourquoi est-ce que cette ville, qui est pourtant encore une fois la plus ancienne, n'a pas conservé ces monuments antiques et médiévaux tels que l'on pourrait l'attendre de façon plus présente? En fait, c'est une histoire qui est issue de notre implantation d'origine, c'est-à-dire que la ville s'est développée sur la partie nord de la calanque du Lacidon et elle est restée contrainte dans ses remparts 26 siècles, plus de 26 siècles même, 27 siècles, jusqu'au XVIIe siècle, au moment où Louis XIV a décidé d'abattre les remparts médiévaux. Et donc, pour prendre la mesure de cette contrainte et de cette concentration sur 50, 70 hectares tout au plus, il faut revenir dans la configuration de la ville telle qu'elle était pendant la période antique. La légende de fondation nous parle d'une installation sur la rive nord du Lacidon. Donc, on est ici sur cette maquette qui est présentée au Musée d'Histoire
d'histoire et dont j'ai fait la photo, sur la configuration de la ville telle qu'elle était probablement pendant toute la période antique. C'est-à-dire qu'au moment où les Grecs sont venus installer leur ville, et dont on a le témoignage par l'archéologie, parce que ce qui est étonnant à Marseille, c'est qu'on a une légende de fondation, effectivement, qui nous est rapportée par les auteurs, comme Aristote au IVe avant, et on a trouvé en fouille l'illustration de cette légende. On a des monuments, on a des bâtiments, en tous les cas, on a des maisons qui ont été trouvés au pied de la butte Saint-Laurent et qui illustrent ces techniques de construction à la grecque, c'est-à-dire avec un solin, une base construite, et des murs en élévation d'adobe, de terre crue. Et dans ces maisons-là, qui ont été aménagées dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, on a retrouvé de la céramique indigène. Donc, effectivement, la légende nous dit que des Grecs venus de Phocée s'étaient installés ici et avaient épousé, à la suite du premier d'entre eux, Protis, avait épousé et avait fondé des familles à Marseille avec des indigènes. Et l'archéologie nous illustre cette belle légende de fondation. De la ville antique, on a aussi gardé la trame, on a gardé cet axe de circulation avec des portes, et ces axes de circulation qui devaient desservir un certain nombre de monuments publics. Donc, je vais avancer assez rapidement parce que le but est de montrer que même au Moyen-Âge encore, avec cette aquarelle de restitution de Jean-Claude Golvin, on s'aperçoit que la ville de Marseille est restée extrêmement contrainte dans ses remparts, elle se développe toujours au nord de la calanque naturelle sur laquelle les Grecs étaient venus s'installer, et que donc cette installation fait que dès l'origine, dès l'Antiquité et encore au Moyen-Âge, les gens sont revenus bâtir avec les pierres des monuments antérieurs. Donc absolument, pendant toute l'occupation et les siècles qui se sont succédés, on retrouve en réemploi dans les bases des monuments les éléments des monuments publics qui les avaient précédés. Et ce qui est assez étonnant en fouille, encore aujourd'hui, quand on regarde des fouilles comme à la Corne du Port, on retrouve ces éléments de monuments publics qui servent dans les bases des quais, qui servent le bassin d'eau douce qui est présenté dans le site du port antique, a été fait avec des murs, avec des blocs de réemploi du rempart. Et donc on a cette économie d'échelle, cette économie aussi de moyens et de matériaux, qui fait qu'à Marseille, contrairement à d'autres villes antiques où les monuments ont été exploités pour leur structure et gardés en fait dans leur squelette et après réemployés, à Marseille, non, on est venu détruire les monuments jusqu'à la base pour reconstruire les villes successives, et les siècles les uns derrière les autres se sont emparés en fait des monuments les plus anciens. La ville médiévale telle qu'on la voit aujourd'hui, telle qu'on la voit sur cette aquarelle, elle reste contrainte dans ses remparts qui suivent le littoral, qui suivent aussi des axes qui vont après se retrouver dans la ville moderne, à savoir le boulevard des Dames, et puis ce quartier ici qui va se développer, qui est le quartier qui va devenir plus tard le quartier de Tubano et de Belzins. Ici, l'axe que vous voyez, qui est le rempart médiéval, va devenir la Canebière, et le fond de la Canebière, ici, vont devenir après coup l'Arsenal. J'explique cela parce que, en fait, la rive sud, la rive du port, ici, s'appelle aujourd'hui encore la rive neuve, et on est vraiment dans un aménagement très tardif de cette rive neuve qui a été longtemps les marais salants, et puis qui au Moyen-Âge était encore des espaces qui est resté des espaces agricoles ou de maisons ou d'artisanat aussi. Bien entendu, les faubourgs de la ville étaient très occupés, étaient très investis par de l'artisanat, par des couvents, par des activités qui n'étaient pas à l'intérieur des murs, enclos dans les remparts. Bien entendu, on retrouve aussi ici l'abbaye Saint-Victor dont on va parler, et puis ici le complexe de Saint-Nicolas qui deviendra un fort plus tard. La ville moderne, elle reste encore assez contrainte. Quand j'utilise les 4 périodes historiques, donc je parle de l'Antiquité, du VIe siècle avant au Ve siècle après,
le Moyen-Âge 5e, 15e, la période moderne, donc 15e et jusqu'à la Révolution, et la période contemporaine de la Révolution à nos jours. Donc quand je parle de la période moderne, c'est cette période-là, l'extension voulue par Louis XIV à partir de 1666, et la ville qui commence à se développer et à passer au sud, à aménager les terrains du sud du Vieux-Port. Cette ville-là, il faut attendre le 19e siècle pour qu'elle se répande comme une tache d'huile sur son terroir. Elle se répand et la ville s'organise et enfin se développe comme une métropole industrielle grâce à l'arrivée d'abord du chemin de fer, bien entendu, ici sur la colline de Saint-Charles, l'arrivée de l'eau au plateau Longchamp. Le canal de la Durance va permettre enfin d'avoir l'eau courante dans la deuxième partie du 19e siècle, et l'aménagement des bassins de la Joliette qui vont se développer vers le nord et faire que ce quartier du nord de la ville va prendre une importance particulière pour notre propos aujourd'hui parce qu'il va nécessiter des aménagements considérables. Et donc du coup, voilà, j'ai mis ce plan aujourd'hui des monuments, de la concentration des monuments, parce qu'on voit une concentration des petites pastilles qui indiquent les monuments protégés. On est resté vraiment, même si ce centre-ville a été reconstruit en permanence au cours des siècles, on est resté sur cette occupation très dense autour du Vieux-Port. Les aménagements successifs et les protections des monuments à venir vont être, au-delà de cette zone-là circonscrite ici, vont être plutôt des aménagements du 19e siècle, puisque la ville a un patrimoine monumental très impressionnant à partir aussi de la seconde partie du 19e siècle. Mais notre propos aujourd'hui va rester concentré sur le patrimoine antique et médiéval. Et ce patrimoine antique et médiéval, si on ne l'avait pas vraiment perdu au fil du Moyen-Âge, il a été considérablement retrouvé au moment où on est venu démolir les maisons anciennes et au moment de ces grands aménagements dont je vous parlais pour venir desservir le port de la Joliette. C'est mis en place à ce moment-là, dans la deuxième partie du 19e, des commissions d'experts qui ont suivi les démolitions des rues anciennes qui ont bouleversé la trame urbaine. Et ces démolitions ont été suivies. On a des photos et un certain nombre de relevés d'archéologie qui ont permis de retrouver les premiers bâtiments dont je vous parlais, de la ville antique, et surtout de mettre au jour cette ville médiévale dont on avait gardé les principaux éléments, les églises, mais pas forcément le patrimoine des maisons et de l'organisation de la ville intramuros. Ce phénomène de destruction de la ville ancienne au XIXe siècle, c'est un phénomène qui est tout à fait national. Il n'y a pas qu'à Marseille qu'on vient construire des grands axes. L'axe qui va être le plus important dans le cadre de ces démolitions, c'est la rue Impériale, qui devient la rue de la République. Cet axe haussmannien par définition, avec une construction d'un boulevard qui dessert du Vieux-Port au port de la Joliette, ce nouveau quartier, c'est quelque chose qui est tout à fait national. Dans les grandes villes de France, on a cette volonté de venir construire des axes qui permettent des circulations plus faciles, qui s'adaptent aussi à une circulation automobile et de transport en commun, de tramway. Et donc, il a fallu créer des boulevards qui étaient beaucoup plus larges. Et en faisant ces aménagements, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de destructions irrémédiables qui étaient faites et on a des intellectuels et des gens qui commencent à se révolter devant ces actes systématiques. On a des textes célèbres de Victor Hugo qui vont publier Guerre aux démolisseurs, et se mettent en place parallèlement des séries de premières commissions des monuments historiques qui vont, sous la monarchie de Juillet et grâce au ministre de l'Intérieur François Guizot, créer le premier poste d'inspecteur général des monuments historiques pour recenser les édifices qui ont besoin d'être protégés et d'être mis à l'écart dans ces grands travaux de bouleversement urbain. Pour Marseille, en attendant les premières lois de protection, sont mises en place les listes. Et c'est aujourd'hui encore ce dont on parle quand on dit que les monuments sont classés ou inscrits. Ils sont inscrits dans des premières listes. La première liste des monuments historiques
date de 1840. Elle a été faite par département pour recenser ces premiers monuments qui nécessitaient une aide urgente de l'État et qui étaient en fait en péril. Dans les premières listes des monuments historiques du 19e siècle, on ne recense pas les grands châteaux, on ne recense pas les monuments qui ont déjà qui sont déjà occupés, on recense les monuments qui ont besoin d'être protégés, d'être sauvegardés, d'être restaurés et pour lesquels une aide de l'État est demandée en urgence. Et la première liste des monuments historiques de Marseille, je l'ai prise et je l'ai indiquée ici parce qu'elle nous parle de 8 monuments. Le musée de Marseille, les tombeaux de l'abbaye Saint-Victor, les caves de Saint-Sauveur, l'église de la Major, la tour Saint-Jean, la butte de Milon, la porte de la Joliette et l'hôtel Saint-Lazare. Et je vous propose de voir un petit peu ce qu'il est devenu de ces premiers monuments qui avaient été signalés comme importants et qui finalement n'ont pas eu tous le même avenir. On va partir des plus anciens de cette liste. Alors je n'ai pas parlé du musée de Marseille puisque le musée de Marseille c'est la chapelle des Bernardines, c'est ce couvent qui a été récupéré à la Révolution pour faire un fonds en fait des saisies révolutionnaires et qui est aujourd'hui la chapelle qui est dans l'enceinte du lycée Thiers. Mais en revanche, les caves Saint-Sauveur, par exemple, ce sont des bâtiments dont on a encore la trace aujourd'hui, qui ont été publiés dans un livre de 1923 qui était en élévation en 1923. Et c'est un bâtiment qui se trouve actuellement sous la place de l'Anche. Et j'ai repris la photo de la maquette du musée d'histoire qui présente la ville antique et les caves Saint-Sauveur seraient issues de ce bâtiment-là qui est un bâtiment public qui devait être sur l'agora grecque et dont on a retrouvé le plan qui avait déjà été publié dès le XVIIIe siècle sur ce relevé de Grosson et qui est un bâtiment donc rectangulaire avec un couloir qu'on voit qui dessert périmétral, qui dessert un certain nombre de petites cellules de pièces voûtées. Et pourquoi est-ce que ce bâtiment est devenu les caves Saint-Sauveur ? Parce qu'au Moyen-Âge est venu s'installer sur ce qui restait du bâtiment un monastère et l'a transformé en cave. Donc ce bâtiment de l'agora grecque a été préservé encore sur le forum romain et il a été mis au jour en 1952 au moment des travaux de l'aménagement de la rue Caisserie. Et voilà la restitution que l'on en fait. Aujourd'hui, la place de l'Anche serait là. Le bâtiment tel qu'il était pendant l'Antiquité, présenté sur 2 niveaux, était en décalage puisqu'on est en pente douce vers le plan d'eau. Et il était encore en service, il était encore en usage, en tous les cas, à la période romaine, puisqu'il participait à ce moment-là du forum. La place d'Allée qui vient devant et la place du forum. Pourquoi est-ce qu'il a été conservé ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été détruit à la fin de l'Antiquité comme tous les bâtiments de l'Agora puis du Forum ? Parce que vraisemblablement, il devait avoir une utilité publique. On pense que c'était peut-être un grenier, en tous les cas un espace de stockage, peut-être un grenier de fisc, tout simplement, donc un espace de stockage public. Et c'est pour ça qu'il est resté dans le paysage et qu'il a été après utilisé comme cave dans ce couvent qui est venu s'installer donc au Moyen-Âge à côté de l'abbaye qui était place des Accoules. Donc ces caves Saint-Sauveur, repérées dès le XVIIIe, inscrites sur les listes de 1840, n'ont pas été conservées. En tous les cas, aujourd'hui, on sait qu'elles sont là, mais elles sont sous la place de l'Anche et elles ne sont pas visibles. Autre histoire, la Major. En fait, quand on parle de la Major sur la liste de 1840, on évoque la vieille Major, c'est-à-dire cette église, cette cathédrale qui était construite depuis le XIIe siècle sur l'emplacement de la cathédrale primitive, puisque ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'à Marseille, la cathédrale, elle, est restée dans son emplacement d'origine depuis le début du christianisme. Au moment où on est venu aménager les abords de la cathédrale de la Nouvelle Major, au début des années 2000, et puis bien entendu pendant les fouilles du tunnel de la Major, on a retrouvé les traces du palais épiscopal paléochrétien qui était installé exactement à cet emplacement-là. Donc on sait que la tradition
s'est perpétuée avec l'installation de 3 cathédrales successives. Et au moment, en 1840, au moment où on expliquait que la Major nécessitait des travaux importants, elle a été encore plus malmenée que ça, puisque 13 ans plus tard, au moment du chantier de construction de la nouvelle Major d'Espérandieu, elle a été amputée d'une partie de sa nef. Donc il ne reste aujourd'hui que le chevet de la cathédrale romane, et elle a été conservée par un vent de protestation qui s'est élevé, parce qu'au moment où il a fallu faire table rase de ce monument médiéval, une forte opposition s'est manifestée et a réussi à stopper le chantier de destruction. Donc elle est encore plus écrasée aujourd'hui par sa voisine contemporaine, enfin du 19e siècle, mais il faut savoir que c'était une cathédrale importante pour la période romane, et encore une fois, elle avait pris la place d'une cathédrale paléochrétienne dont on avait retrouvé le baptistère, qui est présenté ici sur l'emprise. Vous voyez, ici c'est l'emprise de la cathédrale du 19e siècle, et le baptistère paléochrétien avait été mis au jour, et en tous les cas démoli, au moment de la construction de la nouvelle Major. Ce baptistère est important, j'en parle parce qu'on a les relevés de l'époque du 19e siècle et qu'il était entièrement mosaïqué, comme cela se fait dans l'art paléochrétien. Et il a inspiré le décor de la cathédrale, de la nouvelle cathédrale, qui devait être un décor à fresque et qui finalement est un décor entièrement mosaïqué. Les artisans sont allés se former dans les ateliers de Ravenne pour reprendre cette tradition de mosaïque. Donc ici, l'emprise de la cathédrale de la Vieille Major, qui reste aujourd'hui notre cathédrale romane. Et ici, une présentation de la fouille qui avait été faite dans les années 2000, au moment où a été mis au jour, le palais épiscopal qui se trouvait, voyez, en regard du transept de la cathédrale contemporaine, cathédrale du 19e. Donc voilà, cette occupation depuis le 5e siècle, attestée par la fouille du siège de la cathédrale à Marseille, c'est la cathédrale puisqu'il y a un baptistère et que donc, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était qu'une cathédrale, c'est l'écrin de la cathèdre du siège de l'évêque, et l'évêque était alors le seul à pouvoir baptiser. Donc il n'y avait qu'un seul baptistère, qu'une seule cathédrale, elle était ici. Aujourd'hui, la Major romane, j'ai pris des photos anciennes, mais elle va être réouverte puisque la Major appartient à l'État, a fait l'objet d'une campagne de restauration très importante ces dernières années. Et j'ai mis cette photo puisqu'il présente l'hôtel Saint-Lazare dont on avait l'inscription sur la première liste de 1840 dont j'ai parlé. Cet hôtel Saint-Lazare, c'est un monument qui date du XVe siècle et qui est aussi très important pour l'histoire de la Renaissance à Marseille. Sur cette liste de 1840 est évoqué aussi le principal à mon avis bâtiment pour l'histoire antique et médiévale de la ville, c'est l'abbaye Saint-Victor. Elle est protégée, vous avez vu sur la liste, au titre de ses tombeaux et non pas au titre de son histoire. Mais cette protection est encore celle qui prévaut aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 2 inscriptions sur les listes de 1840 et de 1862 qui sont les protections au titre des monuments historiques de Saint-Victor. On n'a pas d'arrêté qui précise que Saint-Victor est protégé. On a ces 2 inscriptions qui ont été faites avant la mise en place des premières lois. Et c'est encore ce qui fait aujourd'hui foi quand on intervient sur ce bâtiment classé. L'abbaye de Saint-Victor a une histoire extrêmement complexe, extrêmement intéressante. C'est une église primitive qui avait été installée sur une carrière antique. La carrière de Saint-Victor est la carrière qui a construit les soubassements de la ville médiévale et la ville antique. Et c'est parce que c'était justement une carrière qu'est venue s'installer les premières nécropoles. On est de l'autre côté du Vieux-Port, donc il y a une symbolique à passer le plan d'eau pour venir se faire enterrer sur cette rive sud. Et c'est là que s'est développée
les premières nécropoles chrétiennes et aussi un lieu de culte important et de pèlerinage à la fin de l'Antiquité, au moment où l'on a décidé d'enterrer là 2 saints, des tombes en tous les cas qui ont été considérées comme sacrées et sur lequel on est venu construire, parce qu'il y avait un engouement important de la communauté chrétienne, une première église. Et cette première église qui est présentée ici dans l'axonométrie, dans l'aquarelle de restitution qui est faite, était dans l'axe de la pente de la descente et aujourd'hui constitue ce que l'on appelle les cryptes de Saint-Victor. Ici, je vous ai remis la présentation des sarcophages de Saint-Victor, donc cette collection qui a prévalu à la protection de l'abbaye elle-même. Et voilà le premier édifice de Saint-Victor, la première église qui est présentée ici avec une photo en hauteur. Et c'est ici le tout premier espace chrétien qui est encore en élévation, notre plus ancienne église en élévation encore aujourd'hui dans la ville, qui est un sanctuaire qui date du 5e siècle. On a gardé trace dans les intrados de certains arcs de ces premières mosaïques qui devaient décorer l'ensemble du monument. Et c'est ici que a été construite cette église parce que c'était d'abord un culte funéraire et que les chrétiens avaient voulu se faire enterrer au plus près des tombes sacrées pour bénéficier dans la mort de l'aura de certains de ces corps considérés comme saints. Au Moyen-Âge, on est venu rajouter Notre-Dame de Confession, donc la petite église à côté, qui est une église, donc on voit la voûte en berceau qui date du XIe siècle, avec encore une fois un des sarcophages de la collection qui sert aujourd'hui d'autel, un sarcophage d'enfant, et dessous, sous Notre-Dame de Confession, la trace du front de taille qui était utilisé dans le cadre de la nécropole. Je vous ai mis encore un petit détail de la chapelle Saint-Lazare, cette chapelle aménagée au Moyen-Âge sur les restes de la nécropole antique. Et quand on va au fond de la chapelle Saint-Lazare ici, on voit dans la paroi encore la trace des sarcophages, tels les catacombes, et la trace des tombes qui avaient été creusées dans le front de taille. Ici, l'empilement des sarcophages montre bien que la basilique supérieure de Saint-Victor, qui a été construite après au Moyen-Âge, est empilée sur des fondations en fait, qui reposent sur des sarcophages vides, empilés les uns sur les autres. Donc on a une stratification très importante qui explique aussi aujourd'hui les problèmes de stabilité de la basilique supérieure, parce qu'il faut imaginer qu'on est avant tout sur un cimetière qui a été aménagé depuis le 5e siècle au 11e et encore de façon très importante donc au 14e et au 17e. C'est une histoire millénaire extrêmement complexe et voici la basilique supérieure dans laquelle on a l'habitude d'aller. Cette basilique qui est donc gothique, comme on le voit à sa voûte en ogive, qui est typique du gothique provençal, donc très peu lumineux. Voilà. Saint-Victor, quand on en fait le tour, on s'aperçoit que tout autour, il y avait des bâtiments. On voit encore les traces des bâtiments qui ont été construits et puis ce que l'on appelle arrachés, c'est-à-dire qu'on a les départs des voûtes du cloître. Ce cloître, il est connu, il a été démantelé à la Révolution. On en a des dessins dans le portefeuille Marchand qui avait Jean-Joseph Marchand qui avait fait le tour de tous ces monuments démolis au moment de la Révolution et qui montre que Saint-Victor avait encore un pouvoir très important pendant tout le Moyen-Âge, avec un pouvoir économique qui s'étendait bien au-delà de la Provence. Et ces moines ont été obligés de se fortifier, de se mettre en fortification, puisque vous l'avez vu, la ville médiévale ne venait pas jusque-là. Et donc, sous cette aquarelle qui est présentée là, qui est une aquarelle que l'on retrouve dans le livre, on s'aperçoit que sous cet aspect assez homogène de l'église, on a en fait différentes périodes de construction. Il suffit de regarder la tour d'Isarnes qui est ici pour se rendre compte que la base a été construite au XIIe et puis on a une élévation du XIIIe siècle successive avec voilà, on le voit dans le dégradé des pierres qui est rendu par l'aquarelle, des phases successives. Et puis après, une mise en défense, une fortification qui intervient au moment de la guerre de Cent Ans, donc au XIVe siècle, au moment où l'un des abbés de Saint-Victor était pape en Avignon sous le nom d'Urbain V.
Cette église, juste assez rapidement encore une fois, pour montrer qu'aujourd'hui on a gardé l'église centrale, mais qui appartenait à un complexe. Alors ici c'est une restitution qui est faite avec des cloîtres de part et d'autre, et c'était un véritable ensemble qui était beaucoup plus important que la simple église que l'on a ici et qui au 19e est devenue une église paroissiale. Et là, on est venu construire une petite porte au XVIIe siècle au moment de l'aménagement de la rue Sainte. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, l'entrée monumentale de Saint-Victor se faisait de l'autre côté avec un système de remparts. Et un petit clin d'œil avec les colonnes de Saint-Victor qui sont aujourd'hui présentes dans l'ensemble de la ville, puisque ces colonnes qui appartenaient à la première église du 5e siècle, en fait, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, ces colonnes ont été réparties au 19e siècle par le préfet de la Croix qui voulait faire des fontaines monumentales. Et donc, ces colonnes antiques sont aujourd'hui, l'une est en haut de la rue d'Aubagne, l'autre et qui était devant Saint-Victor se retrouve en fontaine dans le parc Borély, et la troisième est à côté du conservatoire aujourd'hui. Et on voit bien d'ailleurs que ces colonnes sont de facture antique, donc déjà au Moyen-Âge, elles avaient été remployées dans l'église médiévale. C'est des colonnes qui vraisemblablement devaient appartenir à des éléments de bâtiments vraisemblablement romains. Donc encore cette économie et ce réemploi régulier de nos monuments depuis toujours. La tour Saint-Jean, qui est également précisée dans cette liste de 1840, c'est cette tour carrée qui appartient aujourd'hui au fort Saint-Jean, qui lui est un fort qui a été construit sur ordre de Louis XIV au XVIIe siècle, mais qui englobait des éléments beaucoup plus anciens. Bien entendu, les Templiers de Saint-Jean s'étaient installés là pour le départ des croisades au XIIe siècle, donc ils avaient fait un hôpital et une église. Et cette tour du roi René, elle, avait été construite après le siège de la ville au XVe siècle, le saccage de la ville, et du coup est restée comme tour d'angle du fort du XVIIe siècle. C'est d'ici que l'on tirait la chaîne le soir qui barrait l'entrée du port et dont j'ai mis une gravure. Voilà. Donc ici, on fermait la passe du port entre le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas le soir avec la chaîne qui a été emportée et qui est toujours aujourd'hui dans la cathédrale de Valence. La photo du fort en 1926 pour montrer la douve. En fait, entre le fort et le quartier de Saint-Jean, il y avait à l'origine l'eau qui passait, ce qui permettait au XIXe siècle le passage entre le vieux port et les bassins de la Joliette, puisqu'il est extrêmement difficile de sortir de la passe du port partant de Mistral. Quand on a fait du bateau ou quand on a fait de l'aviron, on sait qu'il est impossible de sortir partant de Mistral. Donc on a cette passe qui nous permettait d'accéder directement au bassin de la Joliette en passant par là. Elle a été comblée en 1937 et aujourd'hui on y circule. Et puis aussi donc tous ces aménagements tout autour qui aujourd'hui sont une promenade étaient en fait une défense, et le mur qui est présent ici qui est aujourd'hui démoli et qui est resté conservé démoli, a explosé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on a gardé sur l'aquarelle qui est dans le livre la trace de cette démolition. Il n'a jamais été rebâti tout entier. La porte de la Joliette, qui est aussi présente dans notre liste de 1840 et qui, elle, est une porte de rempart qui a été démolie et qui, malgré son inscription, malgré sa citation dans la liste, est devenue aujourd'hui la place de la Joliette. Voilà. Donc, il fallait une loi pour protéger tous ces monuments, et la première loi date du 30 mars 1887. Et c'est au moment où on a créé les premières commissions supérieures des monuments historiques, dont la responsabilité a été d'abord confiée à Ludovic Vitette et puis à Prosper Mérimée. Et c'est ce travail de Prosper Mérimée, ce recensement systématique de tous les monuments historiques de France, qui a permis de mettre en place une loi le 31 décembre 1913. Et cette loi, qui a plus de 100 ans, est encore une référence pour nous aujourd'hui lorsqu'on travaille sur les monuments historiques. Elle permet d'instaurer la fameuse instance de classement, elle définit le cadre et le statut des monuments historiques, elle remplace la notion d'intérêt national par la notion d'intérêt général,
et d'intérêt public et porte pour la première fois atteinte au droit de propriété. C'est-à-dire que l'État a le droit de classer un monument, même contre l'avis de son propriétaire. C'est l'intérêt public qui prime. Et enfin, elle renforce la portée de classement en prévoyant des sanctions pénales ou des sanctions civiles en cas de travaux sur les monuments non déclarés. Alors, quels ont été les premiers sites à bénéficier de ces lois ? Je vais aller beaucoup plus rapidement maintenant, entre 1913 et 1970. Enfin, la ville antique est redécouverte. Elle est redécouverte grâce d'abord au mur de Crinas, qui a été un mur découvert lors de démolition de maisons derrière la bourse. On en a largement parlé dans le cadre de la réouverture du musée d'histoire. Ce mur de Crinas, c'est un élément du rempart hellénistique. On a la commission donc, qui vient se pencher dessus au début en 1913. Il sera classé en 1916 et alors qu'il était prévu d'être démonté, la Première Guerre mondiale va passer là et on va le réenfouir et l'oublier. Ce mur de Crinas, il est présenté aujourd'hui dans le site du port antique. Il est là dans son parement extérieur. Là, j'ai pris la photo, le parement intérieur. Et c'est un élément, voilà, sur la photo du site du port antique, c'est l'élément que l'on retrouve ici, au droit de la façade vitrée du musée. Et finalement, c'était le tout premier élément du rempart hellénistique que l'on a retrouvé dans les fouilles des années 60 pour retrouver l'ensemble de cette porte monumentale qui barrait l'entrée de la ville antique. Mais c'est aussi un quartier ancien, le quartier de derrière l'hôtel de ville, qui va être progressivement protégé. Donc, entre les deux guerres, la maison diamantée est classée en 1925, la chapelle Sainte-Catherine, la tour des Trinitaires, l'église Saint-Cana, les chapelles des pénitents noirs et blancs sont protégées entre 1921 et 1932. C'est à la faveur de ce que l'on appelle la loi de 1930 qui instaure les sites protégés que l'on va pouvoir protéger un certain nombre de monuments, contrairement à ce que la photo montre, du site du port antique, du site du vieux port, pardon. Le vieux port est classé entre les deux guerres parce qu'il y avait des travaux et des projets importants de modernisation du vieux port avec des projets de construction de docks industriels. On devait faire venir le chemin de fer jusque-là et finalement on a réussi à bloquer en fait cette évolution de modernisation et un certain nombre de monuments importants ont été repérés pour être gardés. Et bien entendu, la Deuxième Guerre mondiale va complètement venir bouleverser les projets de conservation de ce site, mais sont recensés des monuments historiques qui vont rester comme des témoins de la ville ancienne. L'hôtel de ville sera protégé en 1948, les consignes sanitaires. Et ici, je montre une photo de l'hôtel de Cabre qui daterait dans sa construction la plus ancienne de 1535 et qui a été protégé, d'abord inscrit puis classé entre 1926 et 1942. L'église Saint-Laurent, elle, sur la butte Saint-Laurent, date du XIIe siècle. Cette photo impressionnante montre l'état de l'église à la fin de la guerre, quand des constructions avaient été faites tout autour, des maisons ont été construites, et elle a été dégagée grâce à son classement au titre des monuments historiques en 1950. La chapelle et l'hospice de la Vieille Charité ont été classés en 1951, ainsi que la chapelle des Bernardines en 1952. Donc voilà notre patrimoine médiéval qui commence à être protégé plus systématiquement. L'église telle qu'elle est à l'issue des restaurations qui ont été faites. Une petite anecdote pour l'église Saint-Laurent. Le clocher que vous voyez a été en fait reporté au moment de la construction du fort Saint-Jean à côté, puisque le clocher était de l'autre côté et que en fait, le creusement de la douve a fait que le clocher a été reconstruit au XVIIe siècle, ainsi que la porte d'entrée qui se retrouve maintenant en façade côté Vieux-Port et qui à l'origine était dans l'axe des nefs. Voici l'aquarelle qui est présentée dans le livre et qui explique ces détails architecturaux et ces ordonnances. Le site des docks romains
Alors lui, c'est un site aussi assez emblématique pour l'histoire de l'archéologie, puisque c'est la première fois, au moment où le site est découvert, et j'ai oublié de vous parler de l'entrée en vigueur d'une loi qui est un acte dit loi, la loi Carcopino en 1941, qui va définir la législation sur les recherches archéologiques. Et le site du port des docks romains, comme les autres sites que l'on va voir après, qui sont les sites archéologiques découverts au moment où on est venu reconstruire ce quartier de l'Hôtel de Ville, lui, pour la première fois, on a décidé de faire un musée de site au moment de sa découverte. Et donc, il va être dans la lignée des musées de sites découverts après. Le site des docks romains, donc rapidement, c'est un entrepôt de dolia. Ce sont des jarres de stockage qui permettaient aux bateaux qui étaient à quai de venir livrer en vrac l'huile ou les céréales. Et on voit déjà sur ce site des docks romains que le sol antique avec ses dolias était déjà réinvesti par la ville médiévale puisqu'il est coupé par un certain nombre de murs de maisons médiévales. Le site des docks romains, donc protégé en 1959. J'ai mis aussi la mosaïque de la baigneuse, parce qu'elle est la seule mosaïque représentant une figure dans notre collection de mosaïques antiques découvertes à Marseille. Et le site de l'Hôtel-Dieu sera protégé en 1953. Ici, devant nous, sur l'espace Bargemont, les restes des thermes romains. Et donc, vraisemblablement, cette petite mosaïque de la baigneuse était en relation avec les thermes romains qui étaient aujourd'hui derrière la mairie actuelle, mais qui ont disparu. Enfin, le clocher des Accoules, l'église des Accoules du XIIIe siècle, détruite à la Révolution et dont il ne reste que le clocher. Je l'ai mise ici parce que ce clocher est construit sur la base d'une tour médiévale carrée qui devait être à l'époque une tour dont on ne connaît pas la fonction, mais qui a été réemployée et qui sert de base au clocher construit à la période moderne. Voilà. Enfin, pour finir notre tour d'horizon, pour aller un petit peu plus vite, le théâtre romain, le théâtre classé en 1966. J'ai repris la photo de la maquette parce qu'il est là, ce théâtre. Il est romain, mais construit avec une technique grecque, puisqu'il vient épouser la pente, alors que les Romains, eux, avaient l'habitude de construire hors d'œuvre leur théâtre, amphithéâtre, et c'est ce qui s'appelle aujourd'hui les arènes. Les Grecs, eux, venaient épouser un relief pour construire les gradins. Et bien entendu, les fouilles du port antique, cette fois-ci, enfin, dans les années 60, on redécouvre la ville antique. On en a largement parlé, je ne reviens pas là-dessus. Ce site de 3 hectares qui a été fouillé en grande partie pour permettre la construction du centre commercial. Donc ce qui a été fouillé le plus, c'est ce qui est aujourd'hui le centre commercial et la réserve archéologique qui a été conservée. Donc l'emprise de la porte monumentale, de la voie, de la corne du port, donc de cette avancée de mer qui venait jusqu'au bord des murs antiques, et aussi les traces d'un des tout premiers cimetières de la ville, les plus anciens, ce que l'on appelle la terrasse funéraire à triglyphes, qui date, elle, du VIe siècle, qui est une terrasse sur laquelle une famille grecque avait fait un mausolée funéraire aux portes de la ville. Donc voilà notre ville antique redécouverte par Jalon grâce à l'archéologie, puisque, comme je vous l'ai dit, les monuments en élévation, voici une reconstitution du port tel qu'on peut imaginer qu'il était à la période antique, avec la corne du port en eau, avec les bateaux qui venaient jusqu'au droit des portes. Et puis dans les années 80 à nos jours est rentré ce que l'on appelle en vigueur la protection sur les sites et les environnements patrimoniaux, parce que les monuments hors de leur contexte perdent une lisibilité historique et perdent l'écrin que les siècles ont construit autour d'eux. À partir de 1980, l'année du patrimoine en France, on a mieux pris en considération ces environnements et les protections des sites qui étaient aussi dans des contextes plus naturels, ou bien alors en gardant la trace des siècles qui ont précédé la ville d'aujourd'hui. Ont été classés à ce moment-là des sites que l'on connaissait depuis longtemps,
mais qui nécessitaient une protection législative. Ce sont les sites, bien entendu, de la grotte Cosquer, découverte en 92, enfin classée en 92, et puis les 2 oppidas, le Bahut de Saint-Marcel. L'oppidum, donc, c'est un habitat qui est un habitat indigène à la Valentine, qui présente un rempart monumental absolument extraordinaire et qui date de des origines de la ville grecque. Donc, on a un rempart du VIe siècle avant Jésus-Christ et un habitat qui se développe sur le plateau, le Bahut en provençal, ça veut dire le plateau, et qui offre une vue à 360 sur la vallée de l'Uvonne et au-delà sur la rade de Marseille. Et puis l'oppidum du Verduron, donc la diapositive a glissé, mais peu importe. Et puis pour finir ce tour d'horizon, l'Ermitage des Carmes, donc l'aquarelle ici qui est l'Ermitage que l'on voit sur l'autoroute nord quand on rentre dans la ville, classé en 1992, cet Ermitage, dont j'ai mis la photo à l'intérieur parce qu'on la voit en passant sur l'autoroute, mais on ne voit pas à l'intérieur. Ce serait la première installation des Carmels qui date donc du XIIIe siècle, de 1240, au moment où cette congrégation revient de Terre Sainte, et c'est la première installation en France. Elle construira après son église que l'on appelle l'église des Carmes à l'intérieur. Voilà l'oppidum du Verduron du IIIe siècle, donc classé monument historique en 2004 et qui a fait l'objet d'une restauration importante de stabilisation. Voilà. Et puis je finis par le dernier acte, c'est la loi sur l'archéologie préventive et enfin la loi LCAP, ce qu'on appelle la loi liberté de création et architecture et patrimoine en 2016, qui va renforcer le dispositif et qui va permettre systématiquement maintenant de prendre en compte la recherche archéologique préventive en amont des travaux de construction qui vont avoir un impact sur le sous-sol. Donc on a des classements qui sont liés à ces découvertes faites lors d'archéologie préventive qui permet aux archéologues d'intervenir systématiquement dès que l'on sait qu'on va avoir un impact fort sur le sous-sol. Je finis ma présentation en rebouclant sur le livre et en laissant la parole à Catherine Dortoli. Ce livre, donc, reprend l'histoire de Marseille, reprend les siècles que j'ai évoqués rapidement, juste avec l'illustration antique et médiévale, mais on a voulu faire avant tout un livre qui présente l'image, qui laisse une place importante à ces aquarelles dans toute leur richesse, leur diversité et qui reprend donc les grandes étapes dont je vous ai parlé, mais surtout des textes très simples, très courts, qui évoquent l'histoire, la fonction et quelques anecdotes historiques pour vous donner envie d'aller plus loin dans la compréhension de cette histoire et de ce patrimoine. Voilà rapidement les planches. Vous voyez que c'est avant tout un livre qui met en valeur les façades historiées, les façades de notre ville aujourd'hui. Je vous remercie. Un grand merci Catherine Dureuil donc d'être intervenue donc sur à la fois une grande partie finalement du patrimoine marseillais qui perdure encore aujourd'hui, oui, et aussi sur la législation juridique qui a permis la conservation pour un certain nombre de monuments marseillais encore aujourd'hui justement de ces sites. Alors nous allons céder la parole donc à Catherine Dortoli. Donc je vous le rappelle, architecte du patrimoine et aquarelliste, et qui est intervenu aussi au sein de la ville de Marseille pendant une trentaine d'années, donc qui a travaillé notamment pour collecter, pour mettre en forme ces superbes aquarelles sur une grande partie en fait du patrimoine marseillais, et qui a travaillé une trentaine d'années à l'atelier du patrimoine notamment, et ensuite au service division patrimoine et monuments historiques. Voilà, donc Catherine, je vous cède la parole. Merci Jérôme. D'abord, maintenant que vous avez entendu parler Catherine, vous pouvez imaginer la difficulté qu'elle a eue pour écrire ce livre où on avait décidé qu'une page par monument, c'était vraiment le maximum qu'on pouvait faire. Donc voilà. Je vais vous présenter le travail sur les aquarelles. Mais avant ça, je pense que c'est important de revenir sur le contexte de la création de ces aquarelles. Donc, l'aventure a commencé en 1983
à l'atelier du patrimoine. Je suis venue voir Monsieur Drocourt pour proposer mes services et il m'a proposé une première mission pour relever les devantures commerciales anciennes qui restaient à Marseille. Et j'ai commencé à faire ces relevés et à les rendre à l'aquarelle. Et ça a eu beaucoup de succès. Et du coup, on a monté une équipe d'architectes. Et on s'est mis tous à faire beaucoup de relevés des monuments. Mais il faut imaginer que c'est un travail qui a duré très très longtemps, sur une 30aine d'années. On était toute une équipe, Philippe Van Alst, Jacques Teglia, Nathalie Candon, Jean-Luc Coriol, Monsieur O, enfin voilà. Et Daniel Drocourt nous a laissé faire et nous a accompagnés dans tout ce travail qui, je pense, dans quelques années, dans plusieurs années, aura encore plus de valeur. Donc, je vais vous présenter rapidement comment ça se déroulait. Donc, en fait, je vais prendre l'exemple de l'ancienne fromagerie Bietron. C'est un petit bâtiment, aujourd'hui démoli en grande partie. Il ne reste que le petit fronton. On commençait d'abord par travailler avec un photoplan à l'échelle, en général un 50e, qui nous permettait, en mettant un calque dessus, de décalquer le bâtiment et de le représenter à l'échelle. Parce que dans tout ce travail, tout ce qui était très important, c'est de représenter fidèlement l'architecture et à l'échelle, pour pouvoir ensuite représenter les ombres et vraiment montrer le bâtiment. Donc là, voilà, vous avez un exemple de photoplan. Là, ce sont les façades qui ont été démolies. Donc on prenait beaucoup de photos d'ambiance, on allait sur place, on prenait des mesures. Voilà. Et le premier travail, c'était de faire le relevé, de mettre au propre le relevé de ce bâtiment. Il fallait vraiment tout représenter. C'est très important d'être fidèle et vraiment d'être très honnête. Il y a une certaine éthique dans ces relevés, parce qu'on faisait des recherches en archives et il fallait vraiment faire ça très consciencieusement. Donc là, c'est Nathalie Candon qui a fait ce dessin. Ensuite, je passais un premier jus, donc on faisait une photocopie sur papier arche. C'était des grandes feuilles de papier, 160 grammes. Et en général, les planches étaient assez grandes. Voilà, elles faisaient à peu près 90 cm par 65. Et le premier jus servait à rendre la matière des murs, c'est-à-dire... est-ce que c'était un mur en pierre, un enduit ou une peinture assez homogène ? Voilà, donc il fallait essayer d'être assez subtil et de pas être trop uniforme. Là, vous voyez, la première phase, c'est le rendu des ombres propres, c'est-à-dire on montre le volume du bâtiment. Ici, il y a un creux à rendre avant de rendre les ombres portées. Ensuite, on travaille sur les tuiles. Vous voyez qu'il faut rendre... le dégradé de toutes les tuiles qui tournent. Voilà. Et puis, petit à petit, on ajoute des détails. Le vitrage dans l'oculus. Voilà. Et puis, on commence à tracer les ombres portées. Donc ça, c'est quelque chose de très important. J'ai travaillé énormément pour retrouver dans les manuels du 19e siècle, comment tracer ces ombres, parce que ce sont carrément des épures de descriptives qu'il faut tracer à l'échelle. Par exemple, vous voyez l'avant-toit, s'il mesure 50 cm, il va falloir reporter exactement les 50 cm sur le mur pour avoir les vraies valeurs. Et il y a des codes, l'ombre vient à 45 degrés, de la gauche, etc. Donc j'ai énormément travaillé là-dessus. Après, là, vous voyez, il y a le rendu de la mosaïque. Et puis, finalement, le rendu des ombres. Donc, ce travail sur les ombres,
c'est quelque chose aussi d'assez important parce qu'une ombre, ce n'est pas une couleur plus foncée ou du noir ou du mauve. C'est chaque teinte qui prend une valeur différente, un peu plus bleu, un peu plus rouge. Il faut avoir une certaine subtilité et observer énormément. Ça permet d'avoir un autre regard sur la ville. On observe les ombres, on regarde les couleurs qu'elles prennent, voilà, pour essayer de rendre tout ça vivant. Donc voilà, là par exemple, vous avez tous ces manuels que j'ai retrouvés pour apprendre à tracer les ombres. Vous voyez comme c'est important, il faut chaque fois avoir le plan, la coupe et l'élévation pour pouvoir vraiment créer le tracé de l'ombre. On a vraiment besoin de ces 3 éléments à l'échelle. Vous voyez par exemple que l'ombre d'un chapiteau, là vous voyez le plan en bas, et là l'élévation du chapiteau, et vous voyez l'ombre que ça donne. C'est pas du tout une ombre aléatoire. C'est vraiment quelque chose de géométrique et de très construit, et c'est ce qui va rendre la réalité dans les monuments. Voilà, là vous voyez l'exemple pour une colonne d'angle à chapiteau. C'est très complexe. Voilà, par exemple, un simple balustre. Voilà le dessin de son ombre propre. Vous voyez comme c'est beau et c'est intéressant de voir ça. Enfin, moi j'adore. Donc voilà, on prend 2 équerres et à 45 degrés et avec le plan, on trace systématiquement les ombres. Et je pense que ce travail sur les ombres a été très important parce que ça permet de montrer le volume. On est en 2 dimensions et on arrive à percevoir, par exemple ici cette colonnade en avancée, les ombres portées permettent de la révéler. Et vous voyez, quand on voit le calque à côté, on voit bien que l'aquarelle permet de montrer le volume. Aussi, je voudrais vous parler un petit peu de ces relevés, parce que je pense qu'ils vont avoir une grande valeur patrimoniale. Un relevé fait parler l'édifice, il le fait rentrer dans l'histoire, et l'acte de mesurer et de se confronter à un bâtiment, c'est important. Il contribue à la connaissance. C'est vraiment une enquête. On va dans les archives, on recherche comment c'était avant, qu'est-ce qu'on représente. Voilà. Et puis c'est vrai que on a une vision immédiate qu'on ne peut pas faire avec un discours. Voilà par exemple quelques autres exemples de relevés aquarellés. La Bastille de la Maguelone, il y a 2 avant-corps et c'est l'ombre avec les balustres qui permet de montrer cette avancée. La maison de Gaston Castel, par exemple, aussi, vous voyez l'ombre de la casquette. Ici, par exemple, ce porche en avancée, c'est l'ombre qui part sur le côté qui permet de montrer le volume. Voilà, d'autres exemples. Oui, alors là, ce sont les premiers relevés qui étaient faits de manière traditionnelle, sur calque, rotring, etc. Et puis, la technique a évolué. Donc là aussi, par exemple, la Villa La Palestine. Je voulais vous parler de cette villa parce que elle m'a posé un gros problème au niveau des ombres. Et mon ami Philippe Van Alst, qui travaillait aussi à l'atelier du patrimoine, m'a aidé pour le tracé de l'épure de l'échauguette, parce que cette échauguette se projette en arrière à une certaine distance. Elle rencontre des fenêtres et il a fallu, lui il a un esprit très mathématique et il m'a aidé parce que je m'en sortais pas. Donc vous voyez le volume que peut rendre le travail sur les ombres. Donc le travail que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était fait de manière traditionnelle, calque, rotring, lame de rasoir, etc. Et puis en 2006, j'ai compris qu'il fallait absolument évoluer vers l'informatique et je me suis formée sur AutoCAD
Et ça a été très très difficile pour moi, mais aujourd'hui je ne regrette pas. Et donc aujourd'hui je peux vous présenter des relevés qui ont été faits avec AutoCAD, comme là le tombeau de Camille Olive. C'est un relevé que j'ai fait en 2018. Je suis allée sur place, j'ai pris les mesures puisque c'est dans le cimetière Saint-Pierre que c'est accessible. Et j'ai pu faire ce relevé. Et l'aquarelle qui reste, elle, traditionnelle, et vous voyez que ça ne nuit pas du tout au rendu d'avoir un relevé informatisé. Voilà, là vous voyez des détails, à quel point le tracé des ombres et l'aquarelle permettent de rendre les volumes des détails et de l'architecture. Voilà, le dernier défi, ça a été l'église Saint-Vincent-de-Paul des Réformés. Donc j'ai fait, c'est la dernière aquarelle que j'ai faite. Et ça a été un vrai défi de faire ce relevé sur AutoCAD. Donc vous voyez, j'ai fait appel à un géomètre qui m'a fourni un photoplan à l'échelle, mais il a fallu tout redessiner et redessiner des rosaces ou des voûtes ou des arcs. C'est très problématique parce qu'il faut trouver le centre, il faut savoir comment c'est construit. Et ça a été une très grande recherche pour moi. Voilà, vous voyez un petit peu ici le travail de tracé et l'aquarelle finale. Voilà, j'ai fini ma présentation. J'espère que ça vous intéresse et que vous allez pouvoir regarder le livre peut-être avec un regard différent et les bâtiments autour dans votre ville surtout. Et je repasse la parole à Jérôme. Merci. Merci Catherine. Moi je ne doute absolument pas en fait que le public qui va visionner cette conférence va être passionné par vos deux interventions. En effet, moi j'ai trouvé vraiment que cet échange à deux voix était particulièrement intéressant et a permis justement d'évoquer de nombreux aspects du patrimoine de Marseille et aussi, je trouve, cette façon très originale de proposer un aperçu sur le patrimoine par le biais de l'aquarelle. Ce travail est absolument splendide et magnifique. Je vous invite vraiment à consulter ce livre qui donc s'appelle Marseille Monument, donc par Catherine Dureuil et Catherine Dortoli, et qui est édité aux éditions Parenthèses. Il devrait se trouver normalement dans toutes les librairies intéressantes de Marseille et bien au-delà. Voilà, donc en tout cas un grand merci d'avoir aussi joué le jeu par rapport à cette conférence que nous n'avons pas pu malheureusement proposer en présentiel en raison donc du confinement, mais que nous avons souhaité maintenir pour quand même la diffuser sur notre chaîne YouTube. Et voilà, je vous invite vraiment à consulter, d'ailleurs régulièrement, à partir depuis quelque temps, nous avons cette politique de diffusion de programmation culturelle donc par le biais de notre chaîne YouTube, donc je vous invite à la consulter régulièrement. Voilà, notre prochain rendez-vous, je le cite quand même, aura lieu donc le 15 décembre et sera donc une conférence de Stéphane Tsortsis, Caroline Coste-Doat et Michel Signoli sur le thème en fait des recherches archéologiques et des recherches en archives autour de la peste de 1720. Voilà, je vous remercie encore toutes deux et je vous souhaite une très bonne soirée.